Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Donc je poursuis le podcast pour le moment. J'ai eu quelques retours sympathiques du premier épisode, donc je vais continuer là-dessus. On va voir si les retours restent positifs et on continuera. Et dans cet épisode, on va parler, alors je vais m'adresser à ceux qui ont un jardin. Voilà, dans le dernier épisode, je m'adressais à ceux qui avaient un jardin, mais sur un balcon. Et là, on va s'adresser aux personnes qui ont un jardin sur leur jardin, sur leur terrain. Et voilà, après, parce que je sais que il y en a une partie d'entre vous qui me suivent pour le jardinage, terrasse, balcon, pot de fleurs, et une autre partie qui va me suivre plus pour s'inspirer pour leur terrain, pour leur jardin, pour faire des choses, quoi. Donc, dans ce podcast et dans la suite de ce podcast, je m'adresserai un peu à tout ça, quoi. Puis finalement, on se rend compte que dans mon message, dans les choses que je partage, finalement, c'est plus, ça va au-delà que de simplement parler de pots de fleurs, tout ça. On va parler d'aménagement, on va parler de permaculture, de plein de choses. Donc voilà, je pense que ça peut s'adresser à plein de monde. Le but, c'est vraiment de faire réfléchir, comme c'est indiqué sur la vignette du podcast. C'est un podcast à écouter au jardin. Donc, c'est vraiment pour s'inspirer, pour essayer de se donner des idées. Le but, c'est de donner des idées. Donc, on va commencer. Et dans cet épisode, on va voir comment on fait comment on va utiliser donc les microclimats pour faire un potager sur son terrain, dans son jardin, tout ça. Donc, déjà, pourquoi est-ce que tu veux faire un potager ? Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Et je n'ai pas là vraiment la réponse, mais je peux déjà t'aider un petit peu en partageant, toujours dans cette notion de design en permaculture, en partageant les fonctions. J'ai quelques fonctions d'un potager à te partager. Donc, à quoi ça sert en gros un potager ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, donc ça sert à produire des fruits, des légumes, des fines herbes et plein d'autres choses. Donc, c'est une production vivrière, mais pas que. Ça sert pas qu'à ça, ça a plein d'autres utilités. Et donc, peut-être que dans tout ça, ça va t'aiguiller un petit peu, peut-être que ça va t'aider à te dire que même si j'arrive pas à faire pousser plein de légumes, plein de fruits comme je le vois sur YouTube, Instagram et le reste, au moins c'est vrai qu'il y a d'autres utilités et aussi peut-être que ça peut t'aider justement à te lancer, peut-être que tu n'as pas encore potager. Donc voilà, on va voir les différentes fonctions. Je vais pas trop m'attarder, le programme est assez long dans cet épisode. Donc en gros, un potager, donc ça peut servir en production vivrière. Ça peut servir aussi à retrouver des variétés locales, si on est de plus en plus à faire des potagers chez soi et à utiliser des graines reproductibles qu'on va récupérer chaque année et ressemer chaque année, on va retrouver des variétés locales. Déjà, moi ce que je t'invite à faire, c'est déjà peut-être t'intéresser à ton voisin, ou peut-être il y a un ancien dans ton village qui fait déjà du potager, et tu peux aller le voir et lui demander, écoutez, est-ce que vous connaissez des variétés qui poussent assez bien ? Et en fait, tu te rendras compte que il y a toujours, du côté de chez moi, il y a je crois que c'est le poivron en puiset. Voilà, c'est une variété qui fonctionne assez bien dans ma région. Et en fait, il y a plein d'autres variétés comme ça qui sont un peu gardées dans le grenier des anciens. J'avais aussi récupéré une fois des graines de salade. La salade géante, il n'y avait pas vraiment de nom, c'était juste marqué sur son sachet. C'est un ancien qui avait trouvé ça dans son grenier et c'était marqué laitue géante, je sais pas trop quoi. Et en fait, il s'est rendu compte, il l'a fait pousser dans son jardin, et il s'est rendu compte que ça poussait super bien, et que surtout l'été, la salade, elle montait pas vraiment en graines en fait. Parce qu'en fait, l'été, la plupart des salades, au bout d'un moment, quand il fait trop chaud, elles vont arrêter de pousser, elles vont faire leurs graines. C'est un moyen de survivre, quoi. Quand on se sent menacé, on va vite disperser nos graines pour pouvoir se reproduire et faire perdurer l'espèce. Mais bon, là, on part déjà dans tous les sens, alors on va essayer de se recentrer. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est que
quand tu vas créer un potager, tu vas aussi participer à la conservation des variétés locales, des espèces locales. Si tu le désires, bien sûr, tu n'es pas obligé, mais c'est aussi quelque chose dans lequel tu peux te retrouver. Ça va participer aussi à ton bien-être mental et physique. Voilà, tu vas faire du sport, tu vas te dépenser, être au contact de la nature, ça fait du bien, ça dirige notre attention vers l'extérieur, ça nous limite un petit peu. Souvent, on a tendance à être... nos pensées vont vers l'intérieur, on va se remettre en question, on va faire plein de choses, c'est bien de faire du développement personnel, des choses comme ça. Mais voilà, le jardin, ce qui est intéressant, c'est que ça va un peu couper de tout ça. Ça va nous permettre d'être plutôt concentré vers l'extérieur, de diriger notre attention, notre énergie vers l'extérieur. Et ça va faire du bien au mental. Autre utilité, autre fonction de notre potager, c'est que ça va être aussi un espace de sociabilisation. Voilà, si c'est un jardin communautaire, si tu as des amis qui viennent, des voisins, c'est un endroit où on peut venir discuter, refaire un petit peu le monde comme ça autour du potager, à l'intérieur du potager. C'est aussi un espace de connexion à la nature. Voilà, c'est un endroit où on va pouvoir peut-être faire des observations, on va pouvoir apprendre des choses sur la nature. Et tout simplement se poser et écouter, regarder, sentir, utiliser nos sens pour se reconnecter à la nature. C'est aussi un espace de créativité et de connexion personnelle. Ça va nous permettre aussi peut-être, pourquoi pas, de faire de la musique, de la peinture, des choses comme ça. C'est vraiment aussi un endroit où on va ressentir un peu d'intimité. Bon, le jardin, en règle générale, c'est ce qui apporte un jardin, mais aussi dans un potager, il y a aussi une autre dimension, et ça peut être sympa aussi d'avoir des espaces comme ça où on peut se sentir connecté à la nature, on peut se sentir dans la créativité aussi. Donc voilà. C'est aussi, donc, on va revenir à quelque chose de plus concret, donc c'est aussi un moyen de recycler ces déchets organiques. On peut faire du compostage de surface, on peut faire des lasagnes, on peut utiliser des déchets organiques pour alimenter le jardin. Donc le potager aussi va contribuer à la biodiversité du jardin en apportant des nouvelles fleurs, des nouveaux insectes, une biodiversité plus riche, tout ça. Donc il contribue à la biodiversité de ton jardin. Il améliore la qualité de ton sol. C'est mieux d'avoir un potager qu'un morceau de gazon. Le potager, il va avoir des racines qui vont rentrer en profondeur, des déchets organiques qui vont se déposer. En général, on ne va pas le couper ou le tondre toutes les semaines. Donc, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va être aussi un peu, éloigné du contact humain. On ne va pas être tout le temps dans son potager en train de couper, de faire des choses. Donc, c'est un peu quelque chose qui va pouvoir créer des niches écologiques. Il aide aussi donc à la création de microclimats. À certains coins de ton potager, en fonction de ce qui va pousser, ça va pouvoir aussi créer des microclimats. Et aussi, donc, c'est un espace éducatif où on va apprendre des choses, où on peut venir avec nos enfants et aussi ils vont apprendre des choses. Les tomates, ça pousse dans un jardin, ça pousse pas au supermarché, tout ça. Donc, voilà. Et qui dit fonction dit besoin. Et donc, les besoins du potager, c'est un besoin en fertilité, donc il va falloir le nourrir. Il a aussi des besoins en paillage, donc il va falloir le trouver de la paille, trouver des stratégies donc pour le nourrir, pour créer de la paille, de la matière organique carbonée, pour pouvoir pailler le jardin, le potager. Ça peut être du gazon séché, ça peut être de la paille, du foin, des choses comme ça. Il aura aussi besoin d'une irrigation régulière, donc il va falloir l'arroser, il va falloir essayer de retenir l'eau, stocker l'eau. Le paillage peut faire partie aussi de cette... il peut combler aussi ce besoin d'irrigation. Il va aussi avoir besoin de soleil, pas forcément que du soleil, mais aussi un petit peu d'ombre. Mais là, en général, c'est avoir besoin d'être dans un endroit ensoleillé. Et il va avoir aussi un besoin de diversité de culture pour sa santé. Alors, j'avais pris des notes, mais je ne sais plus du tout ce que ça veut dire. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que il a besoin. On ne va pas faire que des lignes de carottes ou des lignes de haricots, des choses comme ça. On va essayer de vraiment. Plus on va apporter de la diversité dans son potager, et plus on va le rendre résilient. Ça peut être aussi de la diversité au niveau du paillage, de plein de choses, mais en gros, la diversité,
ça va aussi lui permettre d'être plus résilient. Donc voilà pour cette petite introduction, longue introduction de 10 minutes, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais en gros voilà, avec ses fonctions et ses besoins, le but c'est de t'aider à déterminer où est-ce que tu peux mettre ton jardin, ton potager, où est-ce que tu peux, voilà, comment gérer son emplacement. On est vraiment sur la thématique de l'emplacement là, dans cette introduction. Et on va continuer un petit peu, puis après on ira dans la conception du jardin, et on ira aussi comment on va démarrer le jardin, comment on va planter, comment on va lutter contre les limaces, on finira là-dessus. Et voilà, le programme est chargé. Donc, un conseil que j'ai à te donner, ça serait c'est l'erreur la plus commune, c'est de faire en sorte que ce soit facile pour l'humain, pour toi, d'aller et venir à ton potager. Voilà, on fait souvent l'erreur du potager ou du compost au fond du jardin, où on va être souvent là au printemps, puis après va arriver l'été et on va un petit peu l'oublier, il va comme ça traîner au fond du jardin. Donc c'est important de faire en sorte que presque naturellement, en observant comment tu te déplaces chez toi, voilà, tu arrives du boulot, tu gares ta voiture peut-être, tu sors de ta voiture, par où tu passes pour aller chez toi, un jour où il fait beau, comment est-ce que tu fais, tu sors de ton jardin, est-ce que tu as le garage, il y a plein de choses comme ça à essayer de mettre sur papier en gros, et de se dire comment est-ce que moi, naturellement, je pourrais faire en sorte que mon œil soit naturellement attiré par mon potager, ou que je passe devant, et comme ça, toi, tu vas, en passant devant, remarquer que, tiens, il faudrait peut-être que j'arrose, tiens, il faudrait peut-être que je récolte les tomates, tiens, il faudrait peut-être que cette plante, elle fait un petit peu la gueule, pourquoi, tout ça. Donc c'est important que ce soit facile pour toi d'aller et de venir à ton potager pour justement en prendre soin et l'aider, parce que ça va pas, même si on fait de la permaculture, mais si tu fais de la permaculture, il va pas se gérer tout seul, il faut quand même que tu sois là et donc facilite le contact avec ton potager. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, le potager a besoin de soleil, et donc c'est pas une règle générale, c'est pas mais en fait, ce que je voulais partager, c'est que, en gros, essayer de dire comment je pourrais mettre. Souvent, voilà, on se demande le potager, il faut que je le mette au soleil, tout ça. En fait, demande-toi comment est-ce que tu pourrais le mettre au soleil l'hiver. Parce que moi, par exemple, sur ma terrasse, et souvent pour les potagers qui sont exposés à l'ouest, ça peut dépendre aussi, des fois à l'est aussi, c'est un peu comme ça. Mais en gros, le souci, c'est que moi, quand le soleil est bas l'hiver, en fait, mon potager, pendant plusieurs mois, il va pas avoir un rayon de soleil. Même si on a un joli jour de décembre avec un joli réchauffement climatique et un joli soleil comme en ce moment, moi, mon potager, la façon dont il est exposé, il n'aura pas le soleil. Il profitera pas de soleil, même s'il fait jour à midi en plein zénith, entre guillemets. Il ne pourra pas profiter du soleil parce qu'il n'est pas exposé, quoi. Donc, vraiment, essaye, quand tu te demandes où est-ce que je dois placer mon potager, essaye de voir où est-ce qu'il aura du soleil l'hiver, et automatiquement, il aura du soleil l'été. C'est logique. Mais c'est pas tout le temps non plus... c'est pas une règle infaillible, quoi. Des fois, un trop de soleil, comme je le disais, c'est pas top. Et du coup, il va falloir que tu cherches aussi à voir comment est-ce qu'on va créer de l'ombre, ou est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'ombre l'été, parce qu'en plein soleil, ça devient compliqué ces derniers temps. Donc, voilà. Après, j'avais noté aussi ce qui peut être intéressant si tu cherches de l'ombre, justement, c'est de pourquoi pas intégrer plusieurs zones dans ton jardin, au moins une peut-être, si tu as l'intention de faire un forêt-jardin, en cultivant des arbres, des petits fruitiers, des choses comme ça, peut-être que ça serait intéressant, pourquoi pas, d'envisager, d'intégrer la forêt-jardin à ton potager. Et après, à l'avenir, peut-être que tu pourras aussi envisager tu te dis, peut-être que quand je serai un petit peu plus vieux, j'aurai pas forcément envie de faire trop de potager, et à ce moment-là, petit à petit, la forêt-jardin prendrait le dessus sur le potager, mais tout ça, c'est de l'aménagement sur le long terme, donc après ça, c'est à voir en fonction de chacun. Donc voilà,
Ce qui pourrait être aussi intéressant des fois, quand on arrive, on veut installer un potager, ou même quand on arrive, on emménage dans une maison, on se dit, bah tiens, je vais couper cet arbre, on va couper celui-là, on va faire ci, on va supprimer ça, on va rajouter ça. Des fois, c'est une très bonne idée, des fois moins, mais même si c'est une très bonne idée, je t'invite toujours à te demander comment est-ce que... t'es pas obligé de le faire tout de suite, en fait. Bah, justement, par exemple, même s'il y a un arbre comme ça qui est mort, qui est cuit, complètement cuit dans ton gazon, bah, peut-être que ça serait intéressant, pourquoi pas, de le laisser encore 2-3 ans, s'il n'est pas dangereux ni rien. Et à ce moment-là, bah, il pourrait peut-être apporter un petit peu d'ombre, il pourrait apporter une niche écologique pour la biodiversité, etc. Mais voilà, des fois, pas besoin de couper tout de suite un arbre que tu envisages de supprimer. Dis-toi qu'il peut apporter un petit peu d'ombre, de microclimat, des choses comme ça. Donc, je crois que c'était Masanobu Fukuoka, celui qui a écrit le livre la révolution d'un seul brin de paille. Je crois qu'il disait, au lieu de se demander comment est-ce que je vais faire pour, par exemple, désherber, bah, en fait, au lieu de te poser cette question, bah, fais plutôt l'inverse et demande-toi comment est-ce que je vais faire pour ne pas avoir à désherber, en fait. Donc voilà, c'est un peu principe d'inversion comme ça. Des fois, ça peut être intéressant de se poser la question à l'envers et on trouve des solutions souvent innovantes. Donc voilà. Et pour terminer pour cette partie justement de l'emplacement, comment on va essayer de trouver le bon emplacement pour son potager, commence petit. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aime répéter, qu'on entend souvent aussi quand on parle de permaculture. Il faut toujours commencer petit, parce qu'en fait, en commençant petit, on peut éviter qu'il y ait une espèce d'amplification dans nos erreurs. Si on fait des choses qui ne fonctionnent pas sur notre terrain et qu'on commence gros, en gros, bah, les erreurs elles vont être exponentielles et ça va être compliqué après de revenir en arrière. Alors que si tu commences par faire des petites choses et tu vois, bah, tu conserves ce qui fonctionne et tu abandonnes ce qui ne fonctionne pas trop, bah là tu peux attendre le bon moment pour pouvoir justement agrandir le potager. Donc n'hésite pas à commencer petit. Et comme ça te permettra aussi donc de vérifier que ça soit compatible avec les conditions météo. C'est aussi quelque chose qu'on pense souvent à, voilà, je vais mettre mon potager à peu près au soleil et tout, mais aussi il y a d'autres conditions météo à prendre en compte. Ça va être le vent, le gel, la pluie, les inondations, la neige. Il y a tout plein de variations météorologiques qui vont venir déjouer tes plans. Donc, n'hésite pas à commencer petit et en même temps, ça te laissera le temps de faire d'autres aménagements et aussi de faire l'observation de tous ces désagréments, entre guillemets, et de comprendre qu'est-ce qui va poser problème dans ton jardin et de trouver des solutions adéquates dans les années qui viendront. Donc, n'hésite pas à commencer petit pour cette raison. Et voilà. Ensuite, l'autre conseil que je pourrais te filer, c'est de choisir un emplacement également en fonction de la topographie. La topographie, en gros, ça va être les petites pentes, les montées, les choses comme ça, les différences dans la topographie de ton terrain, quoi. Et en fait, choisir l'emplacement de ton jardin aussi en fonction de ça, en fonction de la topographie, des pentes et des choses comme ça, et ben ça va te permettre d'améliorer, comme j'en parlais plus haut, le stockage de l'eau dans ton jardin. En gros, si tu mets ton potager sur une butte, en général, on met le potager, on essaie de le faire en sorte qu'il soit perpendiculaire, parallèle plutôt aux courbes de niveau, pour que l'eau, justement, elle puisse doucement s'infiltrer. Parce que si on ne le met pas... si on le met un petit peu plus... si ton potager, tu le mets dans le sens de la pente, en gros, l'eau, elle va juste couler et elle ne va pas être retenue. Alors que si tu le mets en mode parallèle à la pente, bah à ce moment-là, l'eau, elle peut être mieux... elle peut mieux s'infiltrer dans la terre et elle ne va pas tout de suite couler et partir de ton terrain. Tu vas pouvoir la stocker. Après, tu peux aussi donc faire des baissières. On fait souvent aussi ça, on parle souvent de baissières en permaculture, c'est comme des petites tranchées où là tu vas pouvoir encore plus
stocker d'eau. Si à ce moment-là, tu as vraiment des grandes coulées d'eau, des limites des inondations, des choses comme ça, enfin, à ce moment-là, tu peux envisager de faire des baissières pour pouvoir encore plus retenir l'eau, parce que si elle vient en grande quantité et que tu n'as pas fait de baissière, finalement, ça ne sert pas à grand-chose de se mettre parallèle à la courbe de niveau. Donc voilà, regarde la topographie, tu peux aussi observer où c'est qu'il y a des endroits quand il pleut, où l'eau elle se stocke un peu plus, tout ça, ça peut te donner des indications. Mais voilà, vois aussi en fonction de la topographie de ton terrain. Ensuite, en parlant de l'eau justement, ce serait intéressant de réfléchir. Voilà, là en gros, tu as trouvé l'emplacement de ton potager, entre guillemets, de là où tu vas commencer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander comment est-ce que je vais faire venir l'eau, comment je vais faire venir l'eau dans le potager. Alors oui, on a l'irrigation, les choses comme ça, mais il va falloir arroser, il va falloir faire venir de l'eau. Donc c'est important aussi de se dire, voilà, comment je vais faire, est-ce que je vais mettre un tuyau d'arrosage, où est-ce que je stocke l'eau, les choses comme ça. Donc il faut que ça soit aussi facile, parce que si un système, enfin, comment dire, si tu réfléchis bien à comment est-ce que tu vas amener l'eau à ton jardin, que ce soit le plus simple possible pour toi, tu vas gagner énormément de temps dans l'arrosage en été, parce que mine de rien, ça prend pas mal de temps l'arrosage. Que ce soit au printemps, à l'été, ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Donc vraiment que ça soit... c'est intéressant, vraiment que tu penches là-dessus. Donc réfléchis bien, tu peux gagner beaucoup de temps. Et voilà, ça c'était pour la partie donc aménagement. Le mieux étant de faire un design en permaculture. Voilà, tu as des bouquins, tu peux t'intéresser à tout ça. Ça dit, il y a des formations, des choses comme ça pour apprendre le design et pour t'accompagner dans ton projet. Et petit coup de pub, je suis aussi designer en permaculture. Donc si tu as besoin qu'on t'accompagne dans tout ça, tu trouveras le lien pour me contacter, rentrer en contact avec moi. Et c'est dans la description, donc n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous. Voilà. Donc, on va partir sur la prochaine étape qui, on va plus parler de la conception. Là, on parlait de l'aménagement, là, on va parler plutôt de la conception. Comment est-ce qu'on va concevoir tout ça, la forme du potager, les choses comme ça. Déjà, on va parler de la spirale aromatique, la fameuse spirale aromatique. Souvent, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une spirale comme un peu une coquille d'escargot où on va faire comme une espèce de montagne qui monte en spirale avec des pierres et voilà, on ramène plein de terre, on ramène plein de pierres, on fait un grand édifice, on met un petit panneau thym, un petit panneau romarin et on marque bienvenue dans notre jardin en permaculture. C'est pas mal, c'est bien parce que ça permet de créer des microclimats. Voilà, il faut bien l'orienter pour créer certains microclimats. Enfin, c'est toute une science. La spirale aromatique, c'est bien, mais voilà, ça demande énormément de travail. Si tu as beaucoup de pierres chez toi et de la terre en trop, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais si c'est pour ramener des pierres, de la terre et tout, c'est pas forcément ce que je conseille. Moi, si vraiment j'avais un conseil à te donner, si tu veux cultiver des plantes aromatiques, tu peux aussi les intégrer dans tes planches de culture, dans ton potager. Tu peux très bien mettre de temps en temps une sauge d'un côté, un thym, un romarin, tu vois, ça peut s'intégrer facilement dans ton potager, au lieu de se dire je vais y séparer et y mettre dans une spirale et mettre énormément d'efforts là-dessus. Pourquoi pas l'intégrer. Après, la spirale, ça peut être intéressant. Si tu as beaucoup de pierres, comme je disais, pourquoi pas s'en servir. Voilà. Mais voilà, le mieux, c'est de faire comme je te disais. Après, c'est vrai que quand on commence, on ne sait pas vraiment où est-ce que on va pouvoir planter la sauge pour qu'elle se plaise, planter le thym, le romarin. Moi, le conseil que je peux te donner là-dessus, c'est fais des tests, essaye, pourquoi pas, plante quelque part et essayer de faire des boutures. Tu peux faire des boutures en août, au printemps. Tu fais des boutures de tes plantes que tu plantes là. Tu fais des boutures. Et en fait, chaque année, si tu vois que ça ne marche pas à un endroit, tu as des boutures et tu essayes à un autre endroit. Et au bout d'un moment, quand la plante, elle se plaît, elle poussera. Et voilà, tu n'auras peut-être plus besoin de faire des boutures. Ou du coup, tu feras des boutures pour les autres, pour qu'ils les mettent dans leur jardin. Moi, je pense que c'est la meilleure technique. Au lieu de se prendre la tête avec une spirale aromatique, achète quelques plantes aromatiques,
plante-les un petit peu partout dans ton jardin. Intéresse-toi aussi à leur exposition, leur rusticité, tout ça. Et choisis un endroit. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, fais tes boutures à côté et réessaye chaque année un nouvel endroit jusqu'à trouver le bon. Au lieu de te casser la tête avec les spirales aromatiques. Après, voilà, si tu veux en faire une, c'est aussi très joli, c'est sympa, c'est pédagogique. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça va laisser des abris pour le lézard. Et le lézard, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi manger des œufs de limaces, des choses comme ça. C'est une stratégie que j'avais mis en place dans le jardin partagé que j'avais lancé. Et je pense que ça avait participé à la diminution des limaces, il y en avait de moins en moins. Et je pense que c'était aussi un des facteurs qui a fait que j'avais de moins en moins de limaces. Voilà, bref. Donc, pour la forme de ton potager, voilà, comme je disais, on peut respecter les courbes de niveau, les choses comme ça. Mais voilà, on a envie de faire des formes. Des fois, on voit des formes genre des clés de serrure. La forme de clé de serrure, c'est assez connu. C'est une forme un peu bizarre où justement la circulation est assez optimisée pour l'humain. En gros, on se met à un endroit et on a accès à quasiment tout le potager sans marcher, quoi. Il suffit juste de tourner à droite ou à gauche. Tout autour de nous, on a du potager. C'est une forme une forme intéressante, pourquoi pas. Après, il y a d'autres formes où on va plutôt respecter les nervures, un peu les veines où circule la sève dans les feuilles. Voilà, en fait, en gros, on va respecter les motifs naturels, et donc cette sève là qui circule dans les feuilles, dans les nervures, c'est un motif naturel, et la nature en général, pas tous les motifs le sont, mais la plupart, ce sont des motifs qui sont qui sont optimisés depuis des années et des années, des millions d'années, pour faciliter la circulation des flux, la circulation de l'énergie, que ce soit la sève, l'eau, les choses comme ça. Donc, en copiant les motifs naturels, on peut arriver à avoir des résultats assez intéressants, comme par exemple copier les nervures d'une feuille. Au lieu de faire des lignes de potager perpendiculaires, des fois en faisant des lignes, on voit les feuilles en général, tu vois, ça fait une ligne verticale et plein de lignes en forme de V comme ça en général, qui vont se greffer à cette ligne verticale. Et en gros, il y a la nervure verticale, c'est là où il y a la sève qui arrive du tronc, et elle va pouvoir distribuer rapidement aux nervures secondaires, entre guillemets, qui sont en forme de V, qui partent à droite et à gauche, comme ça, un V. Et voilà, la façon dont c'est organisé, c'est que c'est plus facile pour la sève de partir en V que de partir à l'angle droit, de revenir, tout ça. Donc, il y a plein de choses comme ça à imiter, des formes inspirées des motifs naturels. Donc, n'hésite pas, il y a des bouquins, il y a un livre qui s'appelle Formes et motifs dans la nature, aux éditions Ulmer, où il y a plein de formes justement et de motifs inspirés de la nature et desquels tu peux t'inspirer pour faire ton potager. Donc voilà. Voilà, n'hésite pas à utiliser les motifs naturels. Et donc, on va passer aux clôtures, parce que souvent, voilà, t'as peut-être pas envie de clôturer ton jardin, t'as peut-être envie qu'il soit ouvert, tout ça, mais des fois, ça peut être vraiment... des fois, t'as pas le choix, parce que voilà, il peut y avoir des animaux, le renard, la fouine, des choses comme ça qui vont venir... qui peuvent venir déjà si t'as des animaux, des poules, des choses comme ça, ils vont venir te les piquer. Et tu peux avoir aussi, je sais pas, des sangliers, des choses comme ça qui peuvent venir dans ton potager, tout saccager. Donc ça peut être intéressant de faire une clôture naturelle, une clôture. Et moi, ce que je conseille justement, c'est un peu la clôture naturelle, si tu veux protéger ton jardin. Donc tu peux utiliser des arbres coupés. Si t'es arrivé là où t'es arrivé, il y avait pas mal il y avait une forêt qui a été coupée ou quelque chose comme ça. T'as des ressources comme ça de troncs, de branches. N'hésite pas à les utiliser, à les entreposer pour commencer à clôturer certains endroits ou faire une clôture. Et tu peux aussi utiliser le saule, l'osier. Donc si tu veux planter des choses comme ça peut être super intéressant de les planter à un endroit et de venir de temps en temps couper pour tresser des
des clôtures. Enfin, il y a plein de choses à faire avec les clôtures. Je vais pas m'attarder parce que ça serait trop compliqué à expliquer comme ça en podcast. Ça serait mieux d'avoir un support visuel pour expliquer. Mais en gros, voilà, si tu dois faire des clôtures, n'hésite pas à utiliser des matériaux gratuits qui sont à disponibilité, que tu as à disponibilité, comme l'histoire des pierres tout à l'heure. Et voilà, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir, avec des clôtures naturelles, tu vas pouvoir, pardon, tu vas pouvoir héberger la biodiversité. Ça va être gratuit. Ça va être quelque chose de durable, même si au bout d'un moment ça va s'user, quelque chose comme ça, mais ça va être quelque chose que tu vas pouvoir facilement remplacer. Pardon. Ça va être aussi une source de fertilité, parce que c'est un matériau qui est vivant, donc ça va apporter de la vie, ça va se dégrader, donc ça va être fertile. Et ça pourrait être, pourquoi pas aussi, d'ici 5-10 ans, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une sorte de mini pépinière, vu que tu auras des bordures comme ça qui ont été fertilisées surtout, et ben ça sera aussi, pourquoi pas, un endroit où tu peux faire un peu une pépinière avec en faisant de la reproduction de végétaux, des choses comme ça. Ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, après, voilà, tout ça c'est une bonne idée, mais quand même, on va encore en revenir aux limaces, les fameuses limaces qui sont pas toujours gentilles, qui viennent manger nos salades, même nos jeunes semis. C'est une catastrophe. Moi, sur ma terrasse, là, et même au jardin partagé, j'avais des invasions de limaces. Février, mars, avril, je faisais mes semis, nickel. Ils poussaient, je les voyais grandir. J'étais super content. J'arrive au mois de mai. Je plantais les trucs au jardin ou même sur la terrasse. Et une nuit plus tard, tout bouffé, tout disparu. C'était pas facile. C'était pas facile. Heureusement que j'avais du rab. Dans certaines... donc des fois, je me retrouvais avec que des tomates parce que j'avais plein de tomates et du coup, j'avais du rab, donc ça va. Mais ouais, c'est compliqué. Les limaces... mais j'ai envie de dire, t'inquiète pas, au bout d'un moment, moi j'en ai fait l'expérience sur à peu près 4 ans, je crois. Au bout d'un moment, ça va se réguler. Si tu mets en place voilà, ces principes de diversité, si tu essaies de faire en sorte d'attirer, comme je disais aussi, peut-être pourquoi pas le lézard, des choses comme ça, ça se régule. Mais voilà, c'est un danger. Donc par rapport à la clôture naturelle, ça peut être, attention, une réserve de limaces. Parce que les limaces, en fait, elles aiment bien aller manger la matière organique qui entre en décomposition, donc le compost, les choses comme ça. Elle aime bien ça. Tu vas me dire, mais pourquoi elle aime bien, elle mange nos plantes? Parce que aussi, c'est de la nourriture fraîche et des fois, à ce qui paraît, elle va aussi s'attaquer aux plantes qui sont un peu plus faibles, tout ça. Donc ça, je sais pas trop, j'ai pas vraiment d'études scientifiques pour prouver tout ça. Mais en gros, voilà, la limace, elle s'attaque à tout. Elle mange tout, toutes les jeunes pousses bien fraîches, tout ça. Elle va... parce qu'en fait, quand tu vas planter... je pense que j'ai une petite théorie. C'est en gros, quand tu vas planter tes petits semis dans ton jardin ou tes pots de fleurs, et ben en gros, ils vont avoir un petit moment où ça va être un peu compliqué, tu vois. Ils vont changer d'environnement. Une plante qui change d'environnement, c'est la fin du monde. Une plante, à la base, elle pousse à un endroit et toute sa vie, elle le passe au même endroit. Comme par exemple chez toi, si tu as des plantes, après il y a des plantes qui sont plus ou moins sensibles, mais des fois chez toi tu as une plante, ça fait 10 ans, elle est super belle à un endroit et tu décides de la changer d'endroit et elle crève l'année d'après, tu sais pas pourquoi, ou elle fleurit plus, elle fait plus rien. Bah, c'est parce qu'en fait une plante c'est pas fait pour être changée d'endroit, quoi. Donc ma théorie c'est que quand on plante nos petits semis là au mois de mai, on est tout content, on va au jardin, on plante nos petits semis. Bah, ils ont un petit moment où ils ont un petit coup de faiblesse comme ça, là. Ils se disent, putain, c'est la merde, là. Je me retrouve dans le jardin alors que j'étais dans la serre. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel environnement? Elles ont un petit coup de faiblesse. Et je pense que les limaces, elles doivent le sentir. Et bam, elles arrivent et elles bouffent tout. Bref, en gros, ce que je voulais dire par rapport aux limaces, attention, ça peut être une réserve à limaces si tu fais une clôture naturelle. Mais ça peut être aussi intéressant parce que des fois, c'est bien justement d'utiliser des pièges à limaces comme ça, un petit peu dans le jardin, où on va faire exprès
de mettre un peu de matière organique à un endroit pour que toutes les limaces soient attirées vers cette matière organique et qu'elles laissent tranquille nos semis à côté. Ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée aussi sur le jardin partagé et ça fonctionne bien. Mais après, voilà, moi, il y avait tellement de limaces qu'il y en avait partout, en fait. Mais voilà, quand on fait un tas, ce qui peut être intéressant, c'est au moment où tu vas planter tes plantes au mois de mai, bah, tu coupes quelques herbes, entre guillemets mauvaises herbes, ou tu rapportes un petit peu de compost, des choses comme ça, et tu fais un tas au potager, et tu verras, toutes les limaces, elles vont aller dessus la nuit d'après, et elles vont un peu, entre guillemets, laisser tranquille le reste. Mais si t'es envahi, il n'y a rien à faire. Mais voilà, ça peut être intéressant, savoir qu'on peut faire aussi des appâts à limaces. Ensuite, pour finir pour ce qui est de la conception, pense aussi que dans ton potager, c'est intéressant d'intégrer les pollinisateurs. Parce que quand tu as des pollinisateurs dans ton potager, donc les abeilles, les insectes, même les fourmis sont des pollinisateurs. Donc, mais voilà, la plupart du temps, on va parler des abeilles sauvages, des choses comme ça. Plus tu as de pollinisateurs, plus tu augmentes la biodiversité, parce que tu attires une espèce, cette espèce, elle est accompagnée aussi de son prédateur, etc. Le prédateur, il a aussi un prédateur. Plus tu vas attirer de pollinisateurs différents, de abeilles sauvages, des choses comme les fourmis, les choses comme ça, plus tu vas donc augmenter la biodiversité, et puis ça va être intéressant pour la résilience. Et aussi, donc, plus tu vas avoir de pollinisateurs, plus tu vas avoir de récoltes, parce que le pollinisateur, comme son nom l'indique, il pollinise, donc il aide les plantes à faire leurs fruits. Donc, souvent, surtout les cucurbitacées, tout ce qui est courgettes, melons, pastèques, potirons, citrouilles, tout ça, courges, c'est des plantes qui, sans pollinisateurs, vraiment, s'il y a très peu de pollinisateurs, elles vont avoir du mal à faire des fruits, en fait. Plus il va y avoir d'abeilles, de choses comme ça, plus tu vas avoir de courgettes. Ça, je l'ai remarqué aussi. Si, par exemple, toi, dans ton potager, tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup de courgettes, pense à l'année prochaine, essayer d'attirer un peu plus de pollinisateurs. Sinon, tu peux aussi, avec un pinceau, je te laisse aller chercher sur Internet, j'en ai parlé aussi sur mon Instagram, mais avec un pinceau, tu peux polliniser manuellement en prenant du pollen des fleurs basses et tu le mets sur les fleurs hautes, enfin, inversement en fait. Mais en gros, tu mets un petit coup de pinceau dans toutes les fleurs, un petit peu une fois ou deux comme ça, là, et la pollinisation va se faire. Et donc voilà, plus tu vas avoir de pollinisateurs, plus tu vas augmenter tes récoltes, plus tu vas avoir de biodiversité et de résilience, plus tu vas pouvoir faire de l'observation et de l'éducation. On en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est aussi un potager, c'est même le jardin, c'est aussi un endroit où on va s'éduquer, on va se reconnecter à la nature, donc ça va aussi t'aider à observer, à utiliser ce côté pédagogique pour comprendre un peu la nature et observer des nouvelles espèces, faire des photos, pourquoi pas du recensement aussi avec les associations qui recensent la faune. Et voilà, donc c'est aussi ça, c'est intéressant pour ça. Et aussi, donc tu vas faire aussi, tu vas protéger l'environnement, tu vas aussi aider ces animaux à survivre, à vivre, à se déplacer, à migrer, à faire des choses comme ça, en créant comme ça des réserves dans ton potager, des niches écologiques. Et tu vas aussi, pourquoi pas, grâce à ce potager, tu vas aussi, pourquoi pas, même à ton jardin en règle générale, te connecter à la trame écologique, la trame verte. Je te laisserai aller chercher tout ça. Mais en gros, il y a des trames. La trame verte, ça va être comme des autoroutes que les animaux empruntent pour se déplacer, parce que les animaux, ils ont aussi leur territoire, ils peuvent s'étendre sur des kilomètres carrés. Et ils ont besoin de se déplacer. Et s'il y a trop d'urbanisation, ils ont du mal à se déplacer. Ils ont des cul-de-sac, des choses comme ça. Et en plantant des arbres, en faisant pousser des choses dans ton jardin, tu vas aussi reconnecter les trames vertes entre elles. Voilà. Et pour en terminer avec ce petit chapitre sur la conception, voilà, je voulais dire, quand tu commences ton jardin, quand tu démarres ton jardin, pense à utiliser, pense que en fait,
c'est une succession écologique, comme on en parlait un peu dans le dernier podcast. Pense évolution. Ton jardin, il va mûrir, il va passer du stade de bébé, après il va devenir un enfant, un adolescent, un adulte, tout ça. Un potager, surtout le potager, on parle. Voilà, il faut aussi penser à ces différents stades d'évolution. Si tu fais les choses bien, bah, il va grandir chaque année. C'est pas, en fait, il faut sortir du modèle où on repart à zéro chaque année. On dit, bah voilà, chaque année, je vais redésherber, rebêcher la terre, replanter les mêmes choses, tout ça. Pense voilà, que le jardin, il est là, il est pour évoluer, il est vivant, que toi aussi, tu dois, comme je disais, bah, s'il y a des choses qui ne poussent pas, bah, des fois, vaut mieux pas forcer et continuer avec ce qui marche déjà. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, réessayer des choses qui ne marchaient pas avant et qui marcheront peut-être. Voilà, c'est un peu quelque chose sur lesquels tu vas devoir un peu être acteur de ton potager. C'est pas une solution miracle. C'est pas chaque année un modèle qui se répète. On fait pas de l'agriculture industrielle, ni du maraîchage industriel. C'est vraiment c'est toi qui vas créer comme ça ton potager. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Ensuite, donc on va arriver sur la dernière partie de ce podcast. On a vu pas mal de choses. J'espère que c'est à peu près clair pour toi tout ça, que voilà, n'hésite pas à me donner des retours, des avis sur le groupe Telegram ou tu vas sur le potagerminimaliste.fr, tu peux me contacter ou tu t'inscris il y a l'agenda nature et jardin. C'est un agenda, en gros c'est un mail que tu reçois chaque mois, chaque premier du mois avec 2 activités à faire au potager, au jardin et une activité à faire pour se reconnecter à la nature. Et en gros, quand tu t'inscris à ça, tu reçois aussi un lien pour rejoindre le Telegram. Et donc, n'hésite pas à t'inscrire, à me donner tes retours. Si ça te plaît, bah, n'hésite pas à me mettre des bonnes notes sur Apple Podcast, Spotify, tout ça, YouTube et tout, des likes. Comme ça soutient le boulot. Et puis voilà, si tu penses que ça peut aussi aider un ami, partage-le. Et on passe à la suite. Je ne vais pas te saouler plus longtemps avec tout ça, mais voilà, faut le dire, faut le rappeler. Donc, pour finir, on va parler de comment on va démarrer le potager, mais donc tu sais à peu près, entre guillemets, c'est pas après ce podcast que tu vas savoir que ton potager, il faut le mettre là-bas, il faut le concevoir de telle forme, il faut tac tac tac. Non, c'est juste vraiment, je te balance plein de choses, et toi, ça doit t'inspirer, te donner des idées. Le but, c'est ça, écouter le podcast dans le jardin et s'inspirer et trouver des solutions à tes problèmes de potager, de jardin, de choses comme ça. Donc là, on va voir on va parler plutôt du démarrage, comment on démarre le potager, comment on plante, et surtout, on va aussi reparler un petit peu des limaces, mais vite fait pour terminer, et puis après, le podcast sera terminé. Donc si tu préfères te concentrer d'abord sur la plantation d'arbres et privilégier l'observation, donc si tu n'as pas envie forcément de tout de suite faire un grand potager, faire du maraîchage intensif, et tu veux plutôt d'abord te dire, bah voilà, je vais plutôt me concentrer sur comment planter les arbres, quels sont les bons endroits où je dois planter mes arbres, parce que c'est plus important de planter d'abord les arbres, comme ça ils vont plus vite arriver à maturité, tout ça, et en même temps, quand je me concentre sur les arbres, je vais aussi pouvoir faire de l'observation, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux créer des potagers comme ça, au pied de tes jeunes plantations. Parce que quand tu vas, si tu n'as pas assez de recul sur ton terrain, ça serait bien d'attendre peut-être 1 an, voire 2. Et ce qui peut être intéressant, c'est si tu as des choses à arroser, peut-être que tu as planté une haie, ou peut-être que tu as planté des arbres, ou il y a des jeunes arbres qui sont plantés, qui demandent encore un petit peu d'entretien, d'arrosage, ça peut être intéressant au pied de ces arbres, faire des mini potagers. Parce que qui dit jeune arbre, il va falloir l'arroser, il va falloir lui donner un petit peu à manger. Et le fait de cultiver un potager, une mini planche de culture comme ça, au pied de cet arbre, ça va te permettre de t'occuper de ton potager. En même temps que tu t'occupes de ton potager, tu t'occupes de ton arbre. Donc c'est assez intéressant comme modèle. Peut-être que toi, ça peut t'aider, peut-être que non finalement. Mais voilà, je voulais le partager. Et ça me fait penser aussi
Moi, il y avait un principe que j'aimais bien, enfin un principe que j'ai découvert en faisant de la permaculture en pot, la permaculture sur balcon, tout ça. C'est qu'en fait, l'avantage sur ce genre de culture, c'est qu'on peut faire de la conception mobile. C'est-à-dire que on va pouvoir bouger les pots de fleurs, bouger l'exposition des plantes, on va pouvoir bouger facilement les choses, comme ça, aménager, faire un peu du Tetris, comme ça, sur son balcon ou sa terrasse. Et je trouve qu'en fait, c'est hyper intéressant comme principe. Je pense qu'on n'en parle pas souvent en permaculture, mais pour moi, la conception mobile, c'est la clé pour démarrer vite, en fait. Parce que voilà, on ne connaît pas assez le terrain, on n'ose pas trop démarrer, ou on démarre n'importe comment. Au lieu de démarrer n'importe comment, essaie de voir est-ce que moi je peux faire des conceptions mobiles. Et le fait de faire des espèces de potagers comme ça au pied des arbres, on peut considérer ça comme de la conception mobile ou de la conception éphémère. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on est un peu... on peut être réactif. Tout à l'heure, on parlait des clôtures. Le problème avec les clôtures, on va peut-être pas tout de suite faire la clôture, tout de suite faire plein de choses. Non, c'est vrai que si on n'a pas assez de recul sur le terrain, moi je te conseille pas de tout de suite faire de l'aménagement. Après, si tu as de l'expérience, tu as déjà eu plusieurs jardins, tout ça, tu connais le design, bien sûr, là tu peux aller plus vite. Mais si c'est vraiment la première fois, moi je te conseille de aller doucement, commencer petit, faire de la conception mobile. Ça peut être aussi intéressant si par exemple tu es en location et que tu n'es pas propriétaire. De se dire comment est-ce que moi je peux faire des choses que je peux déplacer facilement si je dois déménager, quelque chose comme ça, quoi. Donc la conception mobile, c'est hyper intéressant. Ça te permet d'agencer plus rapidement. Et oublie pas de commencer petit. Il y a plein de choses à voir là sur ce sujet, mais je vais pas trop m'attarder. Après, ça va faire un petit peu long tout ça. Mais voilà, pense à la conception mobile. Ensuite, je voulais aussi parler un petit peu, on parle beaucoup de choses, on enchaîne beaucoup, mais c'est aussi le but. Dis-moi si ce format te plaît, n'oublie pas. Et donc on va parler des variétés de plantes. Le choix des variétés, le choix des plantes. Alors il y a toujours, oublie pas, mon triptyque frigo, étagère et smartphone. Donc en gros, tu sais pas quoi planter dans ton potager, regarde ce qu'il y a dans ton frigo. Les légumes que tu manges habituellement, tout ça, c'est ça que tu vas planter dans ton potager. Regarde sur tes étagères les épices, les tisanes que tu consommes, et c'est ça que tu vas planter dans ton potager. Et aussi regarde dans ton smartphone, parce que il se peut que des fois tu prennes en photo des fleurs, des arbres que tu aimes bien, des paysages, des choses comme ça. Et peut-être que dans ces endroits, il y a des plantes que tu pourrais utiliser dans ton jardin parce que tu les trouves jolies tout simplement. Donc voilà, et pour reconnaître les plantes, il y a l'application PlanteNet, je pense que tu la connais. Mais voilà, le petit triptyque frigo, étagère, smartphone qui va bien. Le petit triptyque des familles, n'hésite pas à l'utiliser. Et après, pense à utiliser des variétés donc, qui sont adaptées à ton climat. Si tu es dans un climat classique où il ne fait pas trop froid ou pas trop chaud l'hiver et l'été, essaye un peu de tout, mais si vraiment tu es en moyenne montagne, haute montagne, dans des endroits où il fait vraiment très, très froid, les terres froides, tout ça, renseigne-toi un petit peu sur les plantes que tu sélectionnes, leur rusticité, si elles sont adaptées à ton territoire. Regarde aussi par rapport aux variétés, parce que des fois, il y a des variétés qui sont beaucoup plus résistantes au froid que d'autres. Ça dépend pas non seulement de... juste rapidement, la variété, en gros, on va avoir les espèces et les variétés. Donc l'espèce, en gros, c'est la tomate, et la variété, c'est cœur de bœuf, par exemple. Donc voilà, tu peux avoir des tomates. En général, la tomate, à une certaine température, elle va pas aimer. Mais tu vas avoir certaines variétés de tomates qui vont être un petit peu plus résistantes. C'est ça que je voulais dire. Donc, renseigne-toi bien sur la rusticité de tes variétés et ensuite des espèces. Voilà. Et autre chose intéressante, ça va être les plantes sauvages comestibles, tout simplement. En fait, quand on ne connaît pas les plantes, on se dit en fait, il n'y a pas énormément de plantes qui sont toxiques. Alors, je ne suis pas botaniste, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas accrédité ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est le gars c'est Christophe de Audi
C'est celui qui a la chaîne YouTube, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Les Chemins de la Nature, où il a fait plein de vidéos sur les plantes sauvages, les arbres comestibles ou pas. Enfin, c'est celui qui fait toutes ces vidéos-là. Là. Et lui, il dit que en fait, il n'y a que 300 espèces toxiques en France sur 8000 espèces de plantes sauvages qu'on a. Donc en gros, en France, on a 8000 espèces de plantes sauvages à peu près répertoriées. Et sur ces 8000, il y en a 300 qui sont toxiques. Et sur ces 300, il y en a vraiment une petite cinquantaine qui sont vraiment très toxiques. Donc on peut dire que voilà, il y a quand même un large choix de plantes comestibles et inoffensives. Après, voilà, ça dépend des goûts, des couleurs. Mais voilà, intéresse-toi aussi aux plantes sauvages. Il y a des plantes peut-être qui poussent dans ton jardin que tu pourrais intégrer dans ton alimentation ou juste par rapport à leur aspect, les fleurs, tout ça. Donc ça peut être intéressant de s'intéresser aux plantes sauvages, de les comprendre, de savoir si elles sont comestibles ou pas, comment on peut les cuisiner, tout ça. Donc il y a plein de formations, des sorties botaniques où tu peux apprendre ces choses-là. Et ça peut te faire aussi gagner énormément de temps, d'énergie, tout ça, en intégrant les plantes sauvages inoffensives dans ta culture vivrière, dans ton potager, quoi. Voilà. Et pour terminer, on va reparler de la limace. Si jamais tu as des problèmes de limace, ou tu vas anticiper d'éventuels problèmes de limace, de toute façon, dans tous les cas, il y a une chance, il y a 2 chances sur 3 que tu en aies des problèmes de limace. Tu peux, si tu comptes mettre des poules, ça peut être intéressant d'acheter une laisse à poule et le soir de promener ta poule avec ta laisse comme ça dans ton potager. Et, enfin, je plaisante, hein, on parle pas de mettre une laisse à la poule, mais ça peut être intéressant de temps en temps de faire un lâcher de poule là pendant un petit quart d'heure, une demi-heure dans le potager. Faire attention, la poule elle peut faire vraiment des ravages ou elle peut ne rien faire du tout, ça dépend. Mais ça peut être intéressant de faire ça à la fraîche. Le matin, c'est là où il y a pas mal de limaces en général, la nuit, le matin à la fraîche comme ça, il y a plein de limaces qui sont en train d'attaquer tes plantes pendant que tu dors. C'est là où elles bouffent tes plantes, quoi. Et ça peut être intéressant, pourquoi pas, faire des petits lâchers de poules. J'ai jamais essayé. Je sais que c'est un peu mitigé sur ceux qui ont déjà essayé. Mais voilà, pourquoi pas tester en sachant que le mieux, en fait, c'est le canard coureur indien. C'est un canard, c'est une espèce de canard. C'est le coureur indien. Voilà, quand j'avais fait mon CCP chez Damien Descartes, il en avait. Et d'ailleurs, petite exclusivité pour ceux qui ne sont pas au courant, Damien de la chaîne Permaculture Agroécologie, etc., en fait, il va sortir un bouquin justement sur les canards coureurs indiens. Je crois qu'il sort en février, début février, je crois. Donc voilà, moi j'ai été dans son jardin pour faire le CCP, et voilà, il a plusieurs canards coureurs indiens, il connaît bien cette espèce, et c'est vrai que c'est assez emblématique dans la permaculture. Je crois que c'était Emilia Haslip qui avait un petit peu intégré tout ça. Il me semble que c'est elle qui avait un peu intégré, démontré que c'était hyper intéressant d'avoir des canards coureurs indiens. Et donc voilà, je sais qu'il va sortir un bouquin là, en février. Je sais pas quand est-ce que tu écoutes le podcast, mais c'est en février 2024. Peut-être qu'il est déjà disponible. Et donc voilà, je pense que le bouquin va être assez complet. Je crois qu'il allait aussi faire de l'observation des canards dans leur milieu naturel. Donc il s'est bien renseigné. Enfin, en tout cas, moi je lui fais confiance. Et voilà, donc le canard coureur indien, ça peut être intéressant. Pareil, il ne faut pas le laisser constamment au jardin. C'est vraiment des rafles. En gros, on va les balancer comme ça pendant une demi-heure. Allez, tu vois, comme ça, en fait, eux, ils vont arriver dans le jardin et ils vont tout de suite s'attaquer aux limaces. Ils vont chercher le plus facile à manger. En général, c'est si tu les mets à un moment où il y a plein de limaces de partout, bah ouais, ils vont tout de suite aller bouffer de la limace. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sur ce, on est arrivé à la fin de cet épisode. Il y avait beaucoup d'informations, ça a duré beaucoup trop de temps, je crois. Voilà, n'hésite pas à me donner un retour. Je ne sais pas si c'était cool ou pas cool à écouter. J'espère que ça t'a donné de l'inspiration, des idées. Voilà,
Et bah voilà, n'hésite pas à partager, laisser des étoiles, des commentaires, des choses comme ça, et puis on continuera si ça le fait. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et on se retrouve peut-être dans un prochain épisode. Salut!